Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci d'être là et de regarder Nyota TV. Nous sommes heureux et très heureux d'avoir un invité ce soir. Il est membre de la Fédération internationale de football association, premier vice-président de la Confédération africaine de football et patron de la Fédération congolaise de football association. Constant Omari Selemani est notre invité. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous avoir ce soir pour partager un certain nombre de choses autour du football congolais et football international. Évidemment, on vous a présenté sous toutes vos casquettes. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres. Sur le plan footballistique, il n'y a pas de problème. Vous avez oublié que je suis directeur département à la société commerciale. La société commerciale transport et port, donc l'ex-Onatra. Pour ça, c'est pas grave. Là, nous parlons sport aujourd'hui. D'accord. Alors, commençons par un petit bilan des 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. On a la chance d'être en face aujourd'hui du numéro 1 du football de la RDC. Quel est le bilan que l'on peut faire de ces 60 années en football chez nous? Ce n'est pas facile de faire tout le bilan. Mais c'est aussi facile dans la mesure où l'évolution du football dans notre pays cadre totalement, se trouve en phase avec l'évolution politique de ce pays, l'évolution sociale aussi. Et je dirais que au départ, c'est la création du football par les Belges. Le football évolue. On passe à l'étape de la réorganisation de la fédération. L'implication de l'État, à l'époque Congo d'abord, à partir de 65, le Congo l'État congolais commence à s'investir pour développer le football. À partir de 73, 72, 73, même 70, 73, on change de nom, c'est le Zaïre. L'État s'implique encore davantage. C'est à l'époque de la réalisation des grands objectifs dans tous les secteurs. Les constructions, c'est à ces époques-là où les Ingas sont construits, tout ça là, tout cela. Les Ncélé et consorts. Et effectivement, sur le plan footballistique, ce secteur a profité de cette embellie. Et l'État zaïrois a mis suffisamment de moyens, suffisamment de facilités. Le pays est monté en puissance. À partir de 1974, vu que le pays était monté en puissance, mais les bases n'étaient pas assez pérennes, au point où aussitôt le football avait atteint son apogée, le déclin a commencé. Il y a des périodes après cela qui arrivent où on essaie un peu de se rattraper. De nouveau, on repense l'organisation du football congolais. Les choses évoluent, on monte en puissance, le football national monte en puissance, on remporte les compétitions des clubs, le club Mazembe V Club se met en vedette, monte en puissance. Au-delà des clubs, les équipes nationales aussi commencent à monter en puissance. On arrive à l'époque où on a des chaînes, vu qu'on avait des équipes, des locaux très solides. Un championnat qui était mieux par rapport à beaucoup de pays africains. Nous avons remporté les deux CHAN. Sur les 5 éditions, on a remporté 2 éditions. Après, on a repris à repréparer les équipes nationales sur base cette fois-ci de projets. La vague de Claude Leroy, les Ibenge, tout ça, les Ibenge arrivent. On travaille et aujourd'hui, on a atteint le niveau où il faudrait rationaliser maintenant le football, c'est-à-dire avoir une démarche beaucoup plus rationnelle dans l'organisation et le développement de notre football. C'est ce à quoi nous sommes en train de nous atteler actuellement. Bref, d'une manière résumée, création, montée à puissance, apogée, déclin, reprise. C'est ce qu'on peut donner. Ah, ça c'est bien résumé les 60 années de football chez nous. Et puis vous parlez de la rationalisation en ce moment avec d'ailleurs
en cours une formation sur le management dans le football que vous aviez animé il y a à peine 48 heures. 48 heures, Voilà. Alors, la Fédération internationale de football a annoncé la mise en place de fonds d'aide aux fédérations nationales afin d'aider à faire face aux conséquences économiques du Covid-19. On parle de 1,5 milliard de dollars sous forme de subventions et de prêts. La FECOFA fait-elle partie des bénéficiaires? Bon, écoutez, il est tout à fait normal. La FECOFA est une association membre de la FIFA. La FECOFA est copropriétaire de la FIFA, à l'instar des autres associations nationales qui sont au nombre de 111 au total, qui sont propriétaires de la FIFA. C'est vrai, effectivement, nous avons décidé au niveau du Conseil, après une étude menée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, en tenant compte des réserves, parce qu'on a réussi quand même à avoir des réserves beaucoup plus confortables au niveau de la FIFA, et nous avons décidé de disponibiliser 1,5 milliard pour des fonds de solidarité et d'aide. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec cette pandémie qui a tout ravagé au passage dans notre temps, le football n'a plus connu son évolution normale. Il y a eu beaucoup d'arrêts, beaucoup de contrats de sponsoring ont été suspendus, les championnats ont été suspendus, si bien que les difficultés, cela a entraîné une crise économique, d'ailleurs sans pareil. D'autres essaient de l'évaluer à la crise de 1929. Et là, c'est une crise planétaire, au point où chacun doit se dire, bon, on a disponibilisé cet argent. Maintenant, dans cette disponibilisation, on a terminé la phase conceptuelle. Au niveau de la FIFA, on a terminé la phase conceptuelle. On est passé à la phase d'information, c'est la phase à laquelle nous sommes pour le moment. En ce qui concerne, nous, le continent africain, nous avons, il y a 3 jours, commencé la FIFA, nous avons eu des réunions avec la FIFA, le bureau du développement, au sujet tout justement des procédures et de ce que la FIFA pourra mettre à la disposition de chaque association nationale. Avant-hier, c'était l'Afrique centrale. Ils ont eu aussi les autres zones de notre continent africain, si bien que la 3e étape consistera à remplir des formulaires que la FIFA va envoyer. Et la 4e étape, ce sera la mise à disposition de ces fonds. Et la 5e étape, ce sera la mise en pratique d'usage de ces fonds au niveau des associations nationales. La 5e, 6e, la justification. Parce que ce ne sont pas des fonds perdus, il faut justifier. Ça, ce sont. Deuxièmement, dans les mêmes fonds, il y a le football féminin. Le football féminin qui, cette fois-ci, depuis le dernier conseil de la FIFA que nous avons tenu, nous avons décidé d'allouer 1 milliard de dollars au développement du football féminin, surtout après la Coupe du Monde jouée en France, qui a été très fructueuse, révélatrice dans plusieurs domaines. Nous avons compris qu'il fallait donner plus de moyens pour développer ce football-là. C'est dans ce cadre, effectivement, que la FIFA, au niveau du Conseil, nous avons décidé de disponibiliser pour le développement du football mondial féminin 1 milliard de dollars. Et là, dans le cadre de ce fonds de solidarité Covid, il y aura aussi une partie qui sera déjà débloquée pour permettre au développement du football féminin à travers le monde. Et nous en bénéficierons aussi. Et c'est pour cela que d'ailleurs, avant-hier, le groupe de travail que nous avons mis en place et qui nous a remis officiellement hier le document intitulé Plan de développement du football de jeunes 2020-2022 et le football féminin. Le football féminin, il n'est pas seulement football de jeunes, mais jusqu'au niveau des seniors. Donc c'est un peu ça. Donc le fonds, la RDC est bénéficiaire dans la FECOFA, mais pas encore disponible. On va attendre, on va patienter. Non, il faut patienter. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et redites. Les fonds ne sont pas encore disponibles. Vous savez, moi je suis membre du conseil. Oui. Je suis bien aise de parler de cela. Si les fonds sont disponibles, je n'hésiterai pas de dire que les fonds sont disponibles.
suite à la Covid, Président, vous avez décidé de l'arrêt définitif des différents championnats au pays. On connaît d'emblée ceux qui sont sacrés champions de l'édition interrompue, on peut dire ça comme ça. Maintenant, avec la levée de l'état d'urgence, bientôt la réouverture de stade, la question, c'est quel est l'avenir du football de la RDC? À ce sujet, je pourrais vous dire que nous avons reçu à notre demande le plan de relance déjà de nos championnats l'année prochaine. Parce que quand nous avions pris la décision au mois de mars d'arrêter le championnat, bien sûr qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, mais au finish, raison a été donnée à la FECOFA parce que nous avons vu venir la pandémie et son expansion. Nous avons demandé à la LINAFOOT de se préparer et élaborer un plan de reprise, un calendrier de championnat, ce qui nous a été déposé. Lundi, nous aurons encore une séance de travail avec le comité de gestion de la LINAFOOT pour pouvoir peaufiner et décider en dernier ressort sur leurs documents. Hier, nous avons reçu, avant-hier d'abord, nous avons assisté et animé un séminaire qui est un séminaire de renforcement des capacités pour permettre à ce que les entraîneurs puissent être prêts dans le cadre de la reprise et acquérir davantage d'autres connaissances à l'orée de ce recyclage. Hier, nous avons reçu les dirigeants, l'association des dirigeants, des présidents des clubs. Nous avons aussi discuté avec eux les conditions de reprise parce qu'il est vrai que la pandémie a créé les misères partout et encore plus que chez nous au Congo parce qu'il y a d'autres pays qui avaient des fonds de réserve sur lesquels, à partir desquels ils pouvaient agir pour relancer leurs activités économiques, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, nous sommes réunis tout justement pour voir exactement dans quelles conditions meilleures ce championnat pouvait redémarrer. Maintenant, il y a la troisième démarche qui concerne les infrastructures. Au jour d'aujourd'hui, quand je prends le cas de Kinshasa, une question se pose. La LINAFOOT va reprendre, le PEFKIN va reprendre, donc la LIFKIN va reprendre. Jouer où? Dans quel stade? Il n'y a que le seul stade de Martyr, Tata Raphaël. Nous ne savons pas ce qu'on a fait. On nous a appris qu'il y avait un chantier là-bas. Nous attendons qu'on nous dise concrètement qu'est-ce qui est fait là-bas. À partir de ce moment-là, bien sûr qu'il y a d'autres provinces, la province orientale, la partie de Kisangani, là aussi il y a beaucoup d'inquiétudes en matière d'infrastructure. Mais les autres provinces fournissent quand même des efforts pour pouvoir avoir des infrastructures pour abriter les démarches de compétition. Une des conditions sine qua non, c'est de résoudre le problème de transport. Nous sommes en train de solliciter, de négocier. Quand on négocie, on ne fait pas de bruit. Oui. Avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure il peut alléger la tâche à nos clubs, notamment en ce qui concerne les titres de voyage, pour permettre à ce que le championnat se joue correctement, conformément à un calendrier qui soit respecté. Et là, ce sont des démarches qui sont en cours. Nous avons déjà sur le plan administratif arrêté un train de mesures, notamment ce sont des mesures qui tiennent compte à la situation de Covid, c'est-à-dire au niveau de la D2, D1, la LINAFOOT, voir dans quelle mesure trouver un arrangement sur les frais de participation des clubs. Donc c'est un peu... Maintenant, le tout dans la projection, comme vous avez suivi, le chef de l'État a dit qu'à partir du 15 août, La réouverture des stades. la réouverture des stades,
Maintenant, il faut aussi examiner le 15 août, quel sera le taux de propagation de cette pandémie. Et là, nous verrons sous quelle forme on démarre le championnat. Avec public, public réduit ou sans public. Donc tout dépendra un peu des conditions environnementales que nous aurons à l'approche du démarrage de cette compétition. Président, vous avez parlé d'infrastructure. Je pensais qu'on profitait de cette période de Covid, ou période de trêve, on peut dire, où toutes les activités sportives étaient presque à l'arrêt, suite à l'expansion de cette Covid, pour lancer les travaux de réhabilitation du stade des Martyrs de la Pentecôte. Où en sommes-nous? Parce que maintenant... Bon, je sais que les travaux avaient démarré, notamment au niveau des vestiaires. Les travaux avaient démarré. Il y a nos équipes que nous avons représentées pour, dans le cadre de l'assistance technique, voir comment les travaux au niveau des vestiaires s'est réalisés. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas l'information sur la suite des événements. Je voudrais être très clair et correct. Je n'ai pas les nouvelles sur la suite des opérations. Il faudrait qu'on puisse me dire exactement, au-delà de ce qui devait être fait dans les vestiaires, qu'est-ce qui est fait en sus de cela. Voilà. Alors, la nouvelle réalité, on va commencer à vivre avec, c'est la nouvelle réalité du football. Après le passage de cette Covid, plusieurs choses ont changé. Vous êtes membre de la FIFA. Nous avons vu l'arrivée des joueurs en masque, l'entrée des équipes les unes après les autres, mais aussi des bancs spéciaux. Alors, tout cela tend, comme disaient certains, à transformer un tout petit peu notre football. Alors, est-ce que cela ne vient-il pas enlever la beauté à ces sports? Bon, c'est vrai que globalement, la beauté du football a subi et continue à subir un coût incommensurable. Mais entre la beauté du jeu et la préservation des vies humaines, nous pensons que chacun de nous-mêmes, nous les organisateurs, nous devons préserver notre vie aussi. Donc nous privilégions la préservation des vies humaines au profit du spectacle, en les réduisant au strict minimum, moyennant des mesures d'encadrement, notamment les mesures édictées par le gouvernement, les mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé, auxquelles viennent se greffer aussi les mesures édictées par la FIFA et la Confédération africaine. Donc il faudrait tout un protocole pour pouvoir reprendre des activités. Mais c'est vrai que si vous suivez même en Europe aujourd'hui, les matchs se jouent sans public, on essaye d'inclure les sons. Oui, oui. Pour essayer de garder le côté ambiance, oui. Le côté ambiance des matchs. Mais de l'autre côté, il y a aussi les exigences des partenaires commerciaux. Donc, on devra chercher le juste milieu pour, un, préserver les vies humaines, ça c'est primordial. Deuxièmement, permettre à ce que le beau jeu puisse se faire, pratiquer. Voilà. Alors, on a parlé des entraîneurs. Vous en êtes bien occupé, d'ailleurs, vous continuez à le faire à travers les différentes formations et les cadres techniques des différentes équipes et les joueurs dans tout ça, parce que les acteurs étaient au chômage. On s'imagine 3 mois et ils aiment jouer, ils aiment du beau jeu, ils ne sont pas sur le terrain. En attendant la reprise, président, est-ce qu'on a, pendant cette période, occupé suffisamment les acteurs, les joueurs? Bon, là, je voudrais être un peu plus clair. Oui. Pendant ce temps, il n'appartenait pas à la fédération en tant qu'institution de s'occuper des joueurs. Il appartenait au club auquel appartiennent ces joueurs de pouvoir s'occuper de leurs joueurs. Et je pense, et si mes informations sont bonnes, il me semble que beaucoup de clubs se sont occupés de leurs joueurs, c'est dont je les félicite par ailleurs. Vous êtes de plein pied dans la lutte contre la pandémie.
Vous avez pensé à la sécurité de vos agents. Donc, je parle de la Fédération congolaise de football, de tous les visiteurs évidemment qui viennent là-bas. Vous venez de doter à votre personnel du matériel sanitaire contre la Covid. Ce n'est pas la fin de la Covid avec la fin de l'état d'urgence, j'imagine. D'abord, sur le plan de principe, le chef de l'État l'a si bien dit, la fin de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la Covid-19. Cela signifie la reprise effective et progressive des activités pour le retour à la normale. Maintenant, nous avons effectivement, puisqu'il faut vivre avec, il faut vivre avec, et pour un temps encore beaucoup plus long, tant qu'on n'aura pas découvert, le traitement idoine, les vaccins, nous sommes obligés de faire avec, comme on fait avec d'autres maladies. On cohabite avec ces maladies. Maintenant, nous avons essayé dans un premier temps de préserver et de doter l'administration du matériel de protection. Nous sommes en train de voir, dans la mesure de nos possibilités financières, doter aussi nos ligues, d'abord les administrations de nos ligues aussi, d'un certain matériel de base qui leur permettront de pouvoir se prémunir contre cette pandémie. Par ailleurs, nous continuons aussi la sensibilisation au niveau de nos clubs pour que les responsables et propriétaires des clubs puissent en faire autant. Vous savez, on a 16 équipes en première division, 46 en division 2, sans tenir compte de toutes les ligues provinciales, les ententes et les cercles. Donc, les seules possibilités de la fédération dépassent les exigences de tout ce monde dans le cadre de la préservation. C'est pour cela que nous en appelons aux hommes de bonne volonté pour pouvoir aider dans la mesure du possible. Et nous en appelons aux pratiquants eux-mêmes, aux encadreurs, de pouvoir dans la mesure du possible respecter les mesures barrières telles que édictées par les différentes autorités. Cette période, Président, pouvait être la période où l'occasion de tourner une page et surtout de penser aux réformes dans le football congolais. Est-ce qu'on y a pensé à ce jour? Est-ce qu'on y pense à ce jour? Vous êtes en retard. Les meilleures réformes sont celles qui se font en douceur et en silence. La culture dans ce pays, quand vous commencez à parler des réformes à haute voix, tout le monde retrouve sa technicité. Tout le peuple devient technicien. Tout le monde connaît. Je vous assure que nous sommes en train de travailler suffisamment sur des réformes. Non seulement au sein de notre propre administration, au niveau de nos textes, et dans les autres secteurs aussi. Alors, Président, vous aviez porté plainte tout récemment suite au piratage de votre compte Twitter pour dénoncer ce qu'on appelle l'usurpation d'identité qui nuit à votre dignité et votre personnalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Nous voulions un peu avoir un peu plus d'éclairage là-dessus. Ce qui s'est passé, c'est ce que j'appelle les excès des réseaux sociaux. Vous savez, avec l'implosion des réseaux sociaux, il y a des plaisantins de mauvais goût qui ont pris, qui se sont donnés comme tâche usurper les identités des uns et des autres, des personnalités connues, et à partir de cela, commencer à tweeter tout en leur créant des préjudices incalculables au niveau de la société, au niveau des officiels, sur le plan relationnel. C'est pour cela que j'ai observé, effectivement, au départ, je n'étais pas au courant. Ce sont des amis qui me transmettaient des tweets pour vérifier si j'en étais l'auteur. Le premier tweet est parti attaquer le président de Mazembe. Ça m'a tellement étonné, et même j'ai eu le président de Mazembe. On a parlé là-dessus.
on a compris que c'était une stratégie montée par un groupe d'individus pour déstabiliser. Me déstabiliser et déstabiliser tout mon portefeuille relationnel. Et c'est pour cela que j'ai, dans un premier temps, j'ai apporté un démenti par mon adresse de tweet officielle. Mais j'ai compris que ces gens étaient dotés d'une telle hargne qu'ils ont continué à distiller des tweets m'opposant à beaucoup d'autorités. Et pour y mettre un terme, ils ne m'étaient laissé que le choix de saisir l'autorité de justice pour une plainte contre inconnu afin que cesse cette pratique qui se généralise. J'en ai vu encore beaucoup d'amis, même sur le plan international, qui ont subi ce genre de traitement, mais qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que ça porte atteinte à la personnalité. Voilà. J'espère qu'ils vont arrêter, qu'ils ont bien été avertis, surtout que vous avez porté plainte. Alors, Président, une femme trône désormais comme présidente de coordination de l'ASV Club. On vous a vu à la remise reprise. On voudrait peut-être avoir votre réaction à chaud. Ben, vous parlez de Maître Bestine. Oui, je parle de Maître Bestine Kazadi. Kazadi. C'est d'abord une grande amie que je connais de longue date. Deuxièmement, c'est la fille d'un des patriarches du football congolais, Feu Papa Kazadi, avec qui j'avais d'excellentes relations, mais très discrètes. Comme d'habitude, il est toujours discret. Les pans que vous voyez chez moi là, le couple qui a donné bas à tout ça, c'est Papa Kazadi qui me les avait offerts. Okay. Donc ce couple, ces pans-là, c'est un peu ce que j'appelle Papa Kazadi. Quand je le vois ici, je pense toujours à Papa Kazadi. Et quand je suis informé qu'il y a une dame qui est candidate à la tête de la coordination de FEC Club, et avoir la confirmation que c'était Bestine, et avoir la confirmation qu'elle venait d'être élue, la joie était la mienne. Pourquoi la mienne? Au niveau de la FIFA, nous sommes en train de travailler ardemment pour inciter les femmes à pratiquer le football, à assurer la gouvernance du football. Et nous sommes en train de former des femmes au leadership. Il y a même des séminaires internationaux sur le leadership féminin au niveau du football mondial. Donc, c'était un aboutissement heureux depuis 1960 qu'un grand club congolais, un des 3 grands clubs congolais, soit dirigé par une femme, en l'occurrence Maître Bestine Kazadi, qui elle a grandi aux côtés de son père, dans le football. Oui. Donc, c'était un réel plaisir. Je lui ai d'abord envoyé, parce qu'elle était en Belgique, je lui ai envoyé le message par messagerie électronique. Et quand elle est arrivée, j'ai reçu l'invitation de VEC Club. Je suis allé pour officiellement féliciter ce club pour avoir franchi ce pas-là, élire une femme, au même titre que quand les Américains ont franchi les pas en élisant un Afro-Américain à la tête, à l'occurrence Barack Obama. Et je leur ai apporté notre soutien de la fédération, notre message de soutien, et à partir de là, passer le message aux autres femmes, qu'elles comprennent que c'est un secteur exploitable aussi par les femmes. Et troisièmement, je voulais passer un message au club congolais, pour lequel, depuis 5 ou 6 ans, nous disons, organisez-vous. Organisez-vous. Je suivis une remise de prise galante, bien, avec la signature de documents, un rapport clair, transparent. Et je me suis dit, pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour imposer, pour continuer à insister sur l'organisation de nos clubs. Et je profite ici, je le lui ai déjà dit, pour lui souhaiter plein succès à la tête de ce club. Et j'en ai profité aussi pour féliciter le général Amissi.
Parce qu'il n'est pas parti parce qu'il a démérité. Il est parti parce qu'il a émis le vœu de ne plus se représenter. Quand j'analyse le parcours, quand il avait pris ce club, jusqu'au niveau où il a mené, il méritait cette reconnaissance-là. C'est pour cela, entre autres, je me suis déplacé. Reconnaître la femme, l'encourager et encourager le président sortant. Parce que c'est vrai que nous sommes... Ce n'est pas facile d'être président d'un club. Nous sommes dans un domaine passionnel. Il y a beaucoup de gens parlent par amour à leur club, Oui. mais très peu mettent la main dans la poche C'est pas facile d'être pour président. matérialiser, Oui. pour matérialiser leur passion sur le football. Et ce monsieur a privé sa famille pendant autant d'années de certains revenus qu'il a investis avec feu Papa Kazadi, il faut le dire, dans ce club. Et quand j'ai vu, je suivis la lecture dans le cadre du procès verbal de ce que le club hérite de leur gestion, le deux Papa Kazadi et lui, je pense que c'était normal. Et je le dis, et je le dis, et je le répète ici, l'occasion faisant le larron, que nos publics soient reconnaissants envers les présidents des clubs qui, dans des moments difficiles, s'offrent pour pouvoir conduire les équipes par passion. Ce n'est pas par cupidité parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est une passion qui entraîne même des débours financiers, parfois importants, de la part des dirigeants. Mais le minimum, c'est reconnaître le travail que quelqu'un a accompli et ne pas passer le temps aux injures. C'est vrai que nos publics, souvent, ont une mémoire très courte. Vous pouvez gagner aujourd'hui, on vous applaudit, on vous transporte sur le tipoil. Demain, vous perdez, on ignore tout ce que vous avez déjà gagné. Et je pense que c'est ça la chose, la consistance de mon message en acceptant l'invitation de V-Club. Président, vous dites qu'il n'y a pas d'argent dans le football. Pourquoi l'expérience des autres ne nous inspire-t-elle pas pour nous permettre d'être comme eux, c'est-à-dire générer suffisamment de fonds qui puissent permettre de soutenir ce football? D'abord une précision, quand je dis qu'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas dans tout le football. Hein. C'est dans notre football. Au regard de nos réalités d'aujourd'hui. Quand vous analysez la structure des fonctionnements de nos clubs, la structure des apports du sponsoring par rapport aux apports des dirigeants des clubs, la balance penche en faveur des dirigeants des clubs. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 clubs qui ont des sponsors, plus ou moins, quand je dis plus ou moins solides, je ne dis pas solide, plus ou moins solides, qui allègent déjà la tâche au comité de ces équipes, mais l'activité, quelle est la part de l'activité économique et financière de ce pays dans le football? C'est là où se trouve la question. C'est là où se trouve la question. La part est insignifiante. Elle dépend plus de la bonne foi et de la passion. Et c'est pour cela, je le dis, ça fait 5 ans ou 6 ans, qu'avec mon comité exécutif, nous nous battons. Créons une incitation. Créons une incitation. Est-ce que c'est parce qu'on ne fait pas suffisamment de marketing autour de notre football? Ce n'est pas un problème de marketing. Le marketing existe. C'est une incitation d'abord. Okay. Tu peux beau venir dire à quelqu'un, j'ai les meilleurs sandales du monde, j'ai les meilleurs costumes du monde, que je voudrais vous vendre. Il va vous dire, ok, je dépense mon argent, je porte ces costumes. Ça me rapporte quoi? Quel est le gain? Est-ce que le gain, c'est seulement être vu que je suis bien habillé? Ou le gain, c'est que, en portant ce costume, ça peut me permettre d'aller quelque part, négocier des marchés, parce qu'ils me verront bien vêtu. C'est aussi la problématique. Qu'est-ce à dire? Les sponsors ne sont pas des philanthropes. Dans la mentalité congolaise, nous sommes encore à des années-lumière derrière le terme sponsorisation aujourd'hui. Nous croyons encore que comme à l'époque où vous avez les dirigeants, chaque matin qui se réveillaient, qui dépensaient leur argent, vous avez quelques industries brassicoles qui exploitaient les marques des clubs
en payant des montants dérisoires, 300 $, et ainsi de suite, tout ça là. Mais on a dépassé cette époque-là. Aujourd'hui, le premier réflexe du partenaire potentiel, c'est de vous dire, ok, c'est bien beau votre discours. Je gagne quoi dans cette affaire? Vous m'assurez la visibilité. Ok, de ma marque. Et c'est uniquement ça. Quelles sont les garanties sur la visibilité de ma marque que vous m'assurez qui peut me permettre de gagner plus que ce que je donne? Parce que je ne donne pas, ce n'est pas des fonds à perte. Ce ne sont pas des fonds à perte, mais c'est des fonds qui doivent générer quelque chose. Et là, ils réfléchissent 2 fois et vous disent, bon, si je dois vous payer cet argent-là, quand l'État arrive, on m'exige de payer la TVA sur ce que je vous ai donné. On me taxe des impôts sur ce que je vous ai donné. En définitive, je perds plus que je ne gagne. Donc, je préfère ne pas sponsoriser cette équipe et m'occuper des affaires courantes de ma société. Ailleurs, les gens vous disent, venez, allez sponsoriser ces activités-là, ces activités culturelles et sportives. En retour, voici les avantages que l'État vous accorde. Parce que l'État est conscient, dans le cadre de sa politique sociale et culturelle, qu'il doit œuvrer pour le mieux-être culturel et sportif de la jeunesse, de sa population. Et dans ce cadre-là, comme l'État ne peut pas se substituer à l'épicier pour aller commencer à voir ce qui tel joueur, non. L'État dit, bon, ok, je vous encourage, allez dans ces activités, en contrepartie, je vous garantis ceci. 1, par exemple, je ne vous facturerai pas la TVA sur tous ces montants là-bas. Ça signifie que vous avez des économies, n'est-ce pas? 2, au lieu de vous taxer par exemple l'impôt 35, 40, 45, 55%, si vous avez mis par exemple 20 millions de dollars dans toutes ces activités, ces 20 millions de dollars, sur ces 20 millions de dollars, on ne pourra vous taxer qu'à concurrence de 8 à 10%. À la seconde près, le potentiel partenaire dit, ah là je réalise des bénéfices. Au lieu de prendre mes surplus, mettre dans une banque où le taux d'intérêt est très faible, dérisoire, je préfère mettre mon argent là-bas. Si je prends 100 millions, je donne aujourd'hui au football, au basket, donc au sport d'une manière générale. Au lieu de payer 45 millions à l'État, je ne paierai que 10 ou 12 millions. Donc, j'aurai réalisé des bénéfices. Et alors, dès que vous faites cela, vous verrez que beaucoup de sociétés vont aller dans le sponsoring. Et cela, ce n'est pas une création, une invention de M. Marie. Ça se passe dans d'autres pays. Tout le monde se pose la question aux États-Unis. Pourquoi les fondations ont beaucoup d'argent? Pourquoi Dikembe Mutombo, son argent qu'il a fait, il a préféré créer sa fondation, est venu construire l'hôpital? Parce que, en créant sa fondation, il gagne. Pourquoi Bill Gates, sa fondation Bill, Melissa et Bill Gates, ils sponsorisent beaucoup de recherches et choses en médecine, beaucoup de recherches médicales, beaucoup de secteurs. Pourquoi? Il gagne. Ce n'est pas par cause de la philanthropie. Ce n'est pas seulement parce qu'il est philanthrope. C'est parce qu'il gagne là-dedans. Et c'est ce que je dis. Je ne sais pas quand est-ce que ma voix sera entendue un jour par les gouvernants. Parce que ceux qui ceux qui parlent, le président Constant ceux qui votent les lois ou les initient, je pense que cette loi-là ferait beaucoup, aurait plus d'effet que d'autres lois qui n'ont rien à voir avec le développement du peuple congolais. C'est ça l'important. Parce que le doigt accusateur est toujours vers le président Constant Mari. J'espère que vous avez suffisamment d'éclairage aujourd'hui autour de l'organisation du football et surtout les sponsoring qui doivent apporter un peu plus de... Vous savez, depuis un certain moment, on a des entreprises de téléphonie cellulaire. Oui. Bon, ils sont partenaires. Mais il y aurait eu ce que j'appelle mesures incitatives. Ils auraient même plus, ils mettraient beaucoup plus d'argent.
Ils mettraient beaucoup plus d'argent. Les banques, le secteur automobile, le secteur pharmaceutique, les industries brassicoles, ils mettraient beaucoup d'argent dans le sport. Mais hélas, Donc il y a des pesanteurs encore. je ne sais pas à quel niveau se trouve cette sclérose Oui. pour ne pas sortir ça des cerveaux des gens, qu'on peut, on peut. Je ne sais pas à quel niveau. À quel niveau les intelligences sont sclérosées pour ne pas comprendre ces éléments de base. Mais c'est peut-être pas à votre niveau, au niveau de la fédération, qu'il faut. Mais nous le disons, ça fait 6 ou 7 ans que nous le disons. Il ne se passe pas un seul ministre de sport à qui on a déjà soumis ce genre de propositions. Febaza Moukala d'heureuse mémoire, paix à son âme. Lui, il avait même mis sur pied une commission, malheureusement dirigée aussi par Feu Maître Kenzo, paix à son âme, qui n'a pas terminé son travail. La commission est restée pendante. C'est ça l'essentiel. On veut créer un business. Ailleurs, le football génère beaucoup d'argent. Il n'y a que chez nous où le football n'est pas encore un business. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, avec un ami, on est en train de concevoir la possibilité, avec une banque locale, de créer un fonds de développement financier du football. Une banque de sport. Ok. Mais Qui serait une belle innovation. il faudrait que les choses aillent jusqu'au bout. Et il faudrait que chacun adhère à la philosophie, à l'idée, et soit perméable pour que les choses puissent passer. Ce n'est pas normal, mon frère. Je le dis et je le répéterai toujours. 85, aujourd'hui, nous sommes vers 87 millions de Congolais. 2 345 000 km². Combien de stades dignes de recevoir une rencontre de football dans la répartition équitable à travers le pays? Il y en a combien? C'est une question à laquelle il faut se poser. On se pose toute cette question, il faut se la poser. Moi, je me la pose chaque jour. Est-ce que les gens voient ça? D'un côté, il y a un grand discours. Nous aimons la jeunesse, nous devons faire ça, c'est tout ça. Mais de l'autre côté, pourquoi vous ne le faites pas? 2 345 000 km², 85 millions d'habitants. Aucune salle pluridisciplinaire. Aujourd'hui, vous allez recevoir les Jeux de la francophonie. Le basket, le volley, le handball vont se jouer dans quelle salle? Dans quelle salle? La petite plaque ici, Ce n'est plus, le palais de sport. ce n'est pas le outdoor, c'est-à-dire jouer dehors. On vous dirige le indoor, il faut jouer à l'intérieur. Pourquoi? Beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, j'ai été basketteur. J'ai joué au basket, j'ai dirigé une équipe de basket. Quand les jeunes la jouent sur le béton, comme je vois là-bas, vous créez des traumatismes à terme. Au niveau des genoux, au niveau des cartilages, ainsi de suite. Il y a des conséquences. À un âge donné, tu as des conséquences de cela. C'est-à-dire, vous les détruisez. Vous les détruisez. Mais le fonctionnement d'un pays signifie s'occuper de tous les secteurs et réfléchir d'une manière idoine dans chaque secteur. Tel secteur, vous en êtes le spécialiste. C'est quoi? Et c'est le tout qui fait le développement. Le tout, ce n'est pas pérorer chaque matin le taux de croissance est de 2%, mais ce taux de croissance réagit où? Sur quel secteur? Ce n'est pas ça. On a maîtrisé le cadre macroéconomique, oui, c'est bien. Bon, ok, quel est l'effet de cette maîtrise du cadre macroéconomique sur la population? C'est ça l'essentiel. Quand les gens crient, peut-être certaines autorités ne comprennent pas. Parce que d'un côté, vous dites à la Banque mondiale, on a réalisé un taux d'épargne d'autant, taux de croissance d'autant, produit intérieur brut autant. Conclusion, taux de croissance autant. Ce ne sont que des chiffres. Mais s'ils tournent et quittent le bureau, autour du même bureau, c'était les réunions. On pose aux Congolais. As-tu ressenti le coût de ce taux de croissance? Y a-t-il une réaction de ta part? Et vous dites,
entre l'accroissement et hier, j'ai encore plus fait aujourd'hui qu'hier. C'est ça la réalité. C'est la réalité, chers amis. Ça ne sert à rien de faire trop de bruit, celui, c'est là, et machin, tout ça là, tout. La réalité, c'est sur le terrain. C'est ça la réalité. Et le sport, Oui. d'une manière particulière, le football, n'échappe pas à cette réalité-là. Parce que c'est une activité qui se retrouve organisée dans un pays dont la situation connaît des problèmes. C'est tout. Surtout dans un pays comme le nôtre. Président, nous voulons vous remercier de votre disponibilité d'avoir accepté de partager ce plateau de l'invité avec nous. Nous allons vous laisser la parole pour vous adresser à tous les Congolais qui nous ont regardés, surtout que la reprise, on va dire la réouverture des stades, qui est synonyme, j'imagine, de la reprise des activités de football au Congo, c'est pour bientôt, donc c'est dans 2 semaines. On vous laisse vous adresser à tous ces Congolais qui nous ont regardés. Je voudrais m'adresser sincèrement, clairement et d'une manière concise, avec toute la franchise que vous me connaissez et le discours direct qui me caractérise. Chers frères et sœurs, vous qui pratiquez le sport d'une manière générale et le football en particulier, vous qui vous adonnez à la passion de cette discipline, vous qui participiez dans le développement de cette discipline malgré la situation difficile que traverse notre pays, je voudrais d'abord vous féliciter et vous remercier parce que sous d'autres cieux, dans les mêmes conditions, vous serez déjà découragé et abandonné la prise en charge de vos équipes et du football d'une manière générale. Il faut persévérer, car le bonheur, ce n'est pas hier. Ce qui s'est passé hier, même un système digestif a déjà digéré. C'est devant, aujourd'hui et devant, demain. Il faut garder la foi. Il faut garder la pugnacité, la croyance, l'engagement. Rien ne se fait sans une détermination. Rien ne se fait sans une croyance. Rien ne se fait sans une conception. Rien ne se fait sans une vision prospective. Rien ne se fait sans la volonté. Au-delà de tout cela, il faut qu'il y ait une volonté. Eh bien, le football va reprendre. C'est votre passion. Il vous a beaucoup manqué pendant 4 mois et demi. Faites un effort pour qu'il reprenne dans de bonnes conditions avec le minimum de risque possible de contagion. Parce que le coronavirus n'est pas un fait de conception. C'est une réalité. Ne dites pas qu'on nous empêche de voir notre équipe, mais dites plutôt on préserve nos vies en nous demandant d'adopter telle disposition pour pouvoir assister à un match ou ne pas assister à un match. Si vous et nous nous mettons d'accord, nous pensons que le futur de notre football sera toujours le meilleur, toujours plus haut. Mais si parmi vous, il y a ceux, ce qui est normal, qui ont des avis contraires, qui au lieu d'être constructifs, préfèrent être destructifs, la postérité en tirera les conséquences. Au jour d'aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous unir, de soutenir nos gouvernants pour que le football puisse repartir et d'une manière générale, le sport. Ainsi, nous nous retrouverons un jour, lors de la proclamation, comme disait Papa Wemba, nous en tirerons des conséquences positives. Merci. Les réformes étant engagées, on peut dire que le meilleur est à venir. Président, merci de nous avoir accordé ce temps. L'invité, c'est fini. Vous serez peut-être le prochain invité sur le plateau de Nyota Télévision avec le même plaisir. À très bientôt.